Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Hugo de Garçon Interview. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e numéro de Garçon Interview et le numéro anniversaire de Garçon Interview puisque nous fêtons les 2 ans de cette magnifique émission qui est Garçon Interview. Et aujourd'hui, pour les 2 ans, après Valéry Giscard d'Estaing il y a un an, nous recevons aujourd'hui l'un des journalistes les plus connus en France, à la moustache la plus connue de France également, qui est Edwy Plenel, cofondateur de Mediapart. Il y aura 2 vidéos, la première qui est celle-ci, qui sera une version raccourcie de l'interview, et une version sans coupure, réclamée notamment par monsieur Edwy Plenel qui m'a demandé de ne pas faire de coupure dans ma vidéo. Bon visionnage à tous et on se retrouve après pour quelques petits remerciements pour ces 2 ans. Bonjour, je suis Edwy Plenel, je suis journaliste et cofondateur et président de Mediapart. Je suis sur cette chaîne pour vous inviter à m'y retrouver pour l'anniversaire des 2 ans de Garçon Interview qui coïncide avec les 9 ans de Mediapart et avec les 10 ans des assises du journalisme. Cette interview s'est faite au cœur des assises à Tours. Bienvenue à tous et rendez-vous tout de suite sur cette vidéo. Bonjour. Bon, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. En 2004, vous étiez directeur de la rédaction du Monde et un homme armé s'est présenté au Monde. Donc, vous vous souvenez de ça? Très peu de gens ont remarqué cette histoire. Voilà, et vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Ah, c'est une histoire que j'ai racontée très brièvement dans le livre Procès. C'était dans ce moment troublé, en plus, qui est pour moi la crise du Monde entre 2003 et 2005 qui va m'amener à rompre et à quitter ce journal. Et un jeudi, le jeudi était le jour en tant que directeur de la rédaction de la réunion hebdomadaire avec tous les chefs de service. Juste avant qu'elle commence, je reçois un appel à la rédaction en chef. J'étais là, les secrétaires n'étaient pas rentrés de déjeuner, donc je décroche. Et c'est la dame de l'accueil qui me dit... je suis prise en otage et il y a ce monsieur que j'entends et qui dit « je veux parler à un responsable de la rédaction ». Et là, sans trop réfléchir, en ne prenant pas l'escalier ou les ascenseurs principaux, en passant par le côté, je suis descendu de façon à un peu le surprendre. Et je suis arrivé dans ce hall de l'immeuble où il y avait un monsieur avec un fusil à canon scié qui tenait en joue la dame de l'accueil. Moi, j'arrive là, comme ça. Il me voit et il me reconnaît, la tête, la moustache, la télévision. Il dit « Ah, monsieur Plenel !» Du coup, la dame de l'accueil l'hôtesse peut s'échapper, elle était très traumatisée. Et là commence une scène digne d'un film. Et après, les policiers vont me dire « Vous l'avez fait une fois, vous ne le faites pas 2 fois. » Un peu inconsciente. J'ai ce monsieur qui me braque ça. Et j'ai dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai été rubricaire police. Donc, je me souviens du commissaire Broussard dans des affaires d'otages, je sais j'ai souvenir de comment il disait qu'il fallait faire, donc je suis très calme, je lui dis quelle est votre demande? Il dit on m'ignore au Monde, on m'ignore, on ne parle pas de mes livres. Ah bon, on ne parle pas de vos livres? Eh ben, je ne les connais pas vos livres, c'est moi le responsable de la rédaction. Je les ai envoyés à un tel, à un tel. Ben, vous ne me les avez pas envoyés à moi, il faut me les envoyer, comme ça je vais voir, on va s'en occuper de vos livres et tout. Et discussion, et en même temps je vois la feuille, il y a une feuille qui est déposée sur le bureau de l'accueil. Je me pose sur le bureau pour avoir l'air détendu comme ça, face à lui qui a toujours son fusil comme ça. Et je regarde cette feuille, et cette feuille dit « Aujourd'hui, une personne connue va mourir. » Parce qu'on ne parle pas. Et je lui dis ça. Alors, entre-temps, il y a plein de monde qui s'est mis... Voilà, moi, je ne sais pas s'ils ont appelé la police ou pas. Et là... je lui dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est quoi cette personne connue? Ben, il dit, c'est vous, monsieur Plenel. Ah bon? Alors je continue la discussion, je lui dis, mais vos livres, vous me les envoyez, il faut me les envoyer, enfin bref, etc. Et au bout d'un moment, il prend, la scène a un peu grandi comme ça, et il prend un témoin, le public, et il dit, vous l'entendez? Hein? J'ai sa parole, hein? Il l'a dit. Si j'envoie les livres, alors je lui dis, voilà, à telle adresse, notre adresse, le journal, vous m'envoyez vos livres. Bon, il s'est engagé, et là... Et c'est là que j'ai compris tout ce que j'avais risqué. Il casse en 2 son fusil et tombe 2 grosses cartouches. On le saura après, 2 balles Brennecke. C'est les balles pour faire des gros trous dans les sangliers. Et là, je dis au monsieur, mais au fait, si vous voulez on parle de vos livres, il faut que j'ai votre adresse. Je réfléchis quand même. Donc,
pour la suite, parce que c'est un fou en clair, dangereux. Et donc je lui demande son adresse, il était à l'hôtel, il était venu spécialement pour faire toute cette mise en scène, il avait fait un repérage la veille. Donc je prends son adresse et très gentiment je le raccompagne, avec l'idée évidemment et c'est ce que je vais faire, je vais donner à la police l'adresse de l'hôtel, ils vont le prendre à l'hôtel, il va être déclaré irresponsable, il va être interné, et il va en fait se suicider, hélas pour lui, parce qu'il était très obsédé par tout ça. Mais voilà, mon histoire personnelle aurait pu s'arrêter si parfois ça se joue à rien du tout. Je suis remonté, voilà, j'ai fait ça très spontanément. Les policiers, ils n'aiment pas qu'on fasse leur travail à leur place, donc ils m'ont regardé d'un peu haut. Et puis après avoir fait mon audition, j'ai repris la réunion, la conférence comme d'habitude. Mais pour moi, ça a symbolisé, c'est comme ça que je le raconte dans Procès, cette époque de dérèglement folle que j'ai vécue avec les attaques que j'ai subies au monde, où il y a même eu ce fait divers. Et je pense toujours qu'un fait divers témoigne des dérèglements de la société. Et donc il y a même eu un fou qui m'a pris en otage, qui aurait pu me tuer et que finalement, mais de manière très inconsciente, il n'y a pas de courage. Le courage, c'est parfois l'inconscience. Ben, j'ai désarmé et qui finalement n'a nui à personne. La dame de l'accueil était quand même très traumatisée. C'est la première fois que je raconte cette histoire, parce que c'est la première fois qu'on me pose une question sur cette histoire. De quelle enquête ou scoop de Mediapart êtes-vous le plus fier d'avoir révélé ? C'est compliqué, tous. Celui qu'on va faire demain ou après-demain. Lundi, la pédophilie dans l'église avec Cache Investigation. Ah, énorme, énorme. Une enquête conjointe avec Cache Investigation. Une nouveau rebondissement. Toujours. Garçon Interview. Toujours. Non, il y a toujours. C'est toujours l'enquête suivante qui est la plus, voilà. Et peut-être de nouvelles révélations dans d'autres affaires concernant la campagne électorale. Mais je ne le dis que quand c'est prêt. Si je vous le dis, c'est parce que c'est prêt et que ça sort, c'est lundi midi, c'est un partenariat avec Cache Investigation, mais il y a beaucoup d'autres choses en route. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait avoir un Envy Plenel 2022 ? Non, jamais. La politique, jamais ? Non, la politique, c'est un bien commun. Moi, je fais de la politique, au sens que, en étant journaliste, en étant responsable d'un journal, je m'occupe de la politique au sens le plus noble du terme, comme un bien commun, la vie de la cité, la vertu démocratique, les contre-pouvoirs, sa vitalité démocratique. Mais je ne vais pas tenir le discours que je viens de vous tenir et dire pourquoi par une opération du Saint-Esprit, parce que je parle bien, parce que je dis des choses comme ça qui plaisent, parce que vous m'écoutez, je vais être candidat. Mais quelle folie personnelle. Moi, je suis journaliste, en plus, je ruinerai tout ce que j'ai défendu. En revanche, j'assume, parce que je pense que la vie publique, c'est votre responsabilité à chacun d'entre vous, eh bien, je l'assume à ma place. Comme un ouvrier doit défendre son travail là où il travaille, comme un salarié doit se battre pour ses droits, eh bien nous, journalistes, nous devons inviter les citoyens à se battre pour ce qui est dans notre Constitution. Sur le papier, nous sommes une république démocratique et sociale. Elle a des adjectifs, la République. Eh bien, il faut donner le sens à ces trois mots, république, démocratique, sociale. Justement, pour cette présidentielle, est-ce que vous n'auriez pas par hasard des dossiers sur tous les candidats si jamais... Non, ça ne masse pas comme ça. On n'a pas des dossiers on irait sur le coude et qu'on sort en disant « amenez-moi le dossier machin » et tout. Ce n'est pas comme ça. On fait notre travail et puis parfois il y a des informations sur lesquelles on tombe ou qu'on cherche, qu'on ne trouve pas, qu'on trouve. Mais il n'y a pas un agenda caché où on serait comme au tir au pigeon. Bon, on présume que vous n'allez pas nous dire pour qui vous allez voter, mais est-ce que vous avez déjà fait votre choix ou vous êtes encore indécis pour l'élection présidentielle ? Je vais vous dire, pour moi, je n'ai jamais sacralisé le bulletin de vote. J'ai toujours voté, mais je considère que le vote, ce n'est pas exprimer un choix, justement. Ce n'est pas exprimer une conviction. Pour moi, le vote, je défends un écosystème démocratique. Dans un écosystème, c'est là où il y a le plus de vitalité, le plus de contradictions. Donc je voterai en fonction du paysage qui se présentera, pour éviter le pire, pour permettre que quelque chose surgisse, pour permettre que de l'imprévu démocratique, social surgisse, je voterai en fonction de tout cela. Mais pour moi, encore une fois, je ne sais pas comment se présentera l'élection présidentielle encore. Je pense qu'il y a encore des épisodes à venir, à 5 semaines. Est-ce que vous imaginiez qu'on soit là, nous faisons notre interview aujourd'hui
où nous avons confirmation, et là s'il nous avait menti ce monsieur Bourgi, que les costumes pour 50 000 € du candidat de la droite ont été payés par un avocat spécialiste de la France-Afrique, de la corruption que nous envoyons en Afrique, de toutes ces manœuvres. Mais quelle immoralité! Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Au nom de la famille gaulliste, le général de Gaulle qui payait de sa poche les petits goûters, les goûters de ses petits-enfants à l'Élysée. Enfin, quand même, eh bien, peut-être que des gens vont se réveiller. Peut-être qu'après ce week-end où il y aura la proclamation des candidatures possibles avec les 500 parrainages, peut-être que demain, après-demain, il y aura encore un énième rebondissement qui changera le paysage de la présidentielle. Je ne sais pas. Mais l'important n'est pas mon vote. L'important, c'est encore une fois la dynamique de la société. Et vous parlez de ces rebondissements qui pourraient avoir lieu pendant la campagne présidentielle. Est-ce que Mediapart a encore des scuds à balancer avant l'élection? Nous ne faisons la guerre à personne, donc ce n'est pas le bon mot. Nous cherchons des informations et nous pensons que la question de la vertu démocratique est importante. L'entêtement de François Fillon nous oblige à chercher les choses, car c'est un entêtement où il prend en otage, vous verrez, c'est un entêtement où il prend en otage sa propre famille politique. Vous savez, beaucoup de gens de droite nous le disent. Nos informateurs sont dans sa famille politique. Ils sont alarmés. Et c'est ça qui m'inquiète. Comment une grande famille politique comme celle-là ne peut pas dire à celui qui la prend en otage, écoute, tu es en train de nous mettre en péril. J'ai dit la même chose à François Hollande quand j'ai eu ce rendez-vous à 15 jours après nos révélations dans l'affaire Cahuzac. Je lui dis, mais nous sommes 1000% sûrs de notre affaire. Nous savons que c'est sa voix dans l'enregistrement. Nous savons que c'est béton. Donc vous devez vous protéger. Ah, il m'a dit, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Je lui ai dit, mais depuis quand en politique on ne ment pas les yeux dans les yeux? Donc vous devez vous protéger, c'est-à-dire il est en train de prendre otage votre famille politique, votre parti, votre gouvernement. Il doit sortir. Vous devez lui dire, tu nous dis que tu es innocent, défends-toi. Défends-toi sans nous prendre en otage. Monsieur Fillon dit qu'il n'y a rien de répréhensible. Il a le droit, présomption d'innocence, mais il doit se défendre sans prendre comme bouclier ses électeurs, son parti, la démocratie et la campagne électorale. Pour quand la retraite? Factuellement, je peux la reprendre cette année, je vais avoir 65 ans cette année, mais je la prendrai vraiment quand tout sera en ordre pour Mediapart. C'est-à-dire la transmission, vous savez que nous, les fondateurs, on s'est endettés pour faire que Mediapart vive. Il va falloir qu'on transmette ce capital, on ne veut pas vendre Mediapart, ce n'est pas spéculatif, on ne veut pas le léguer à des enfants, on veut le transmettre à l'équipe et on veut construire juridiquement la structure d'une indépendance durable, solide, sans but lucratif, c'est-à-dire vraiment comme une fondation de Mediapart. Alors ça demande une invention juridique, ça demande une ingénierie un peu financière complexe. Donc voilà, le jour où ce sera prêt, je laisserai mon poste de président, de tête de gondole, de crieur de journal de Mediapart, mais je ne serai jamais loin. Parce que c'est notre histoire, je pense que l'équipe souhaite qu'on soit pas loin, voilà. Mais l'objectif, alors c'est dans 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je dirais, allez, à la louche, pas au-delà de mes 70 ans. C'est donc dans 5 ans, voilà, la prochaine présidentielle, mais où je ne serai pas candidat. D'où vient le nom Mediapart? Ah, Mediapart, c'est ma seule décision autoritaire dans l'histoire de Mediapart. Tout le monde trouvait ça effroyable. Personne ne voulait de ce nom. Alors pourquoi? Premièrement, quand vous créez un journal numérique, il faut trouver un nom de domaine disponible. J'aurais bien aimé appeler Mediapart la presse, la démocratie, le journal. Disons, il y a un journal, c'est nous. Mais ça, c'était déjà pris. Donc il fallait un nom qui soit disponible dans plusieurs déclinaisons. Internet, c'est sans frontières. Autre que la langue. Si vous créez un journal, il faut qu'il soit disponible en .fr, mais en .ch la Suisse, en .be la Belgique, mais aussi en .com UK en Grande-Bretagne, en .us aux États-Unis, et ainsi de suite. Il faut acheter l'ensemble de ces domaines. Donc il faut inventer un nom. Et donc je me suis dit, pourquoi Mediapart? On ne va pas être seulement un journal, on est un média avec le multimédia, du son, de l'image, de la vidéo, de la radio, etc. Deuxièmement, part pour participatif. Mediapart, c'est un journal et un club.
Donc Mediapart comme média participatif. Et aussi, on peut se dire de manière sous-jacente, comme média à part. Toute l'équipe a dit c'est laid, c'est effroyable, c'est pas beau du tout. Pour moi, ça avait l'avantage d'être compréhensible dans plusieurs langues. Mediapart, on peut le parler en chinois, en ourdou et dans plein d'autres langues. Et par ailleurs, à cette époque, j'ai répondu à l'équipe la chose suivante. Il y a un journal en France qui est aujourd'hui le plus vieux quotidien, qui s'appelle comment? Le Figaro. C'est un personnage de Beaumarchais. Figaro, appeler un journal Le Figaro, ça a dû paraître bizarre au début. Ça ne parle... Voilà, aujourd'hui, ça ne gêne personne. Donc on a imposé ce nom Mediapart, et depuis, vous voyez bien, Mediapart s'est imposé. D'accord. Est-ce que, ici, nous sommes aux assises du journal, il y a beaucoup d'étudiants journalistes. Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller à ces étudiants? D'abord, d'avoir des curiosités indépendamment du journalisme, indépendamment des tours de main du métier. Curiosité historique. On ne traite pas le présent sans être averti du passé. Le passé est toujours présent, il est toujours actif dans le présent. Deuxièmement, avoir des curiosités sociologiques. Notre métier, c'est aussi de comprendre la société. Et comprendre la société, c'est aussi comprendre avec les sciences humaines qui ont des savoirs concrets à nous transmettre, des savoirs statistiques, des savoirs d'enquête anthropologique, ethnologique. Il faut avoir cette culture qui va nourrir notre travail. Et puis, enfin, j'ai un conseil humain. Je pense qu'il y a deux qualités humaines qu'il faut toujours cultiver quand on veut faire ce métier. L'une, c'est la curiosité, ça c'est une évidence. Hein, la curiosité n'est pas un vilain défaut, et être journaliste, c'est se dire qu'il n'y a que de bonnes questions, y compris les questions qui énervent, y compris les questions qui fâchent, et qu'il ne peut y avoir en revanche que de mauvaises réponses. Donc, la curiosité. Mais, et c'est là vient ma nuance, à condition que cette curiosité soit généreuse. La générosité. Pourquoi ? Un des privilèges de notre métier, c'est la capacité, la possibilité, et c'est une immense chance à se déplacer, comme l'humanité elle-même. Nous pouvons aujourd'hui être dans un palais national avec des dorures, des gens cravatés, et puis demain nous retrouver dans un camp de réfugiés, ou dans un bidonville, ou dans une usine avec une grève ouvrière. Nous devons bouger, sortir de notre propre milieu, ne pas être enfermé dans un milieu, ne pas être enfermé dans une condition. C'est un privilège. Beaucoup de métiers, vous ne quittez pas votre milieu professionnel, vous vous mariez même, ou vous aimez des personnes qui sont du même milieu professionnel. Et donc cela suppose pour moi que derrière ce déplacement possible, nous apprenions à savoir être généreux. Quand vous posez une question à quelqu'un, si elle est inquisitoriale, comme un policier, ça ne va pas marcher. Il faut que la personne ait le sentiment que vous l'écoutez. Vous ne contentez pas de l'entendre, vous l'écoutez, vous essayez de comprendre. C'est pour ça que, par exemple, dans les événements dramatiques qui ont frappé notre pays, je veux parler des attentats, j'ai trouvé très grave, qu'au sommet de l'État, par la bouche du Premier ministre, il y ait cette phrase terrible. Comprendre, c'est déjà excuser. C'est une déclaration de guerre au savoir. Aller n'est pas excuser. Comprendre, c'est prendre la mesure, c'est essayer de diagnostiquer ce qu'on a en face. C'était un éloge, au fond, de l'ignorance que faisait Manuel Valls. Et donc voilà, l'histoire, la sociologie, les sciences humaines, la curiosité, la générosité. Versus Emmanuel Macron, si je me trompe. Cet automne, une semaine avant qu'il se déclare vraiment candidat. Ça l'a un peu convaincu qu'il devait y aller. Parce qu'il a été bousculé et il s'est trouvé bon. Il s'est trouvé bon, d'accord. Donc c'est un peu grâce à vous ou à cause de vous que Emmanuel Macron... Non, c'est ce que nous ont dit son entourage. Il a précipité sa déclaration de candidature. Je pense que les politiques qui ont peur des questions qui fâchent ont tort. On est meilleur en ayant des bonnes questions qui vous embêtent, qui vous surprennent, qui vous étonnent. Et elles peuvent être aimables, mais c'est évidemment, si c'est les questions radada qu'on trouve partout, ça n'a pas d'intérêt. Et un petit portrait chinois, si vous étiez un film. Un film ? C'est très simple, Z de Costa Gavras.
parce que j'ai assisté à son tournage quand j'étais jeune en Algérie et j'ai fait accompagner le coffret des 9 premiers films de Costa Gavras qui est sorti chez Arte cet automne, et je l'ai accompagné par un entretien avec Costa Gavras et un petit livre sur son cinéma qui pour moi a fait surgir la question politique au cœur du cinéma d'action. Donc Z, qui est un cri d'amour à la résistance aux dictatures, à la résistance individuelle. C'est un couple, un juge et un journaliste qui résistent. Le juge est joué par Jean-Louis Trintignant, le journaliste par Jacques Perrin. Ils sont tout jeunes, ils sont superbes, et c'est eux qui vont défier, en l'occurrence c'est la dictature des colonels grecs. Ils vont perdre dans l'instant, et en même temps, c'est eux qui vont incarner la résistance. Vous savez, le petit juge, il a existé dans la vérité. Eh bien, quand la démocratie est revenue en Grèce, eh bien, le poste de président de la République est un poste symbolique. C'est le cas où je pourrais accepter. Si c'était symbolique pour garder les principes, si vous voulez, eh bien, ce petit juge a été président de la République une fois que la démocratie est revenue, après qu'il ait fait évidemment de la prison, de l'exil, de la violence, de la torture. Mais voilà, Z de Costa Gavras. Allez voir, c'est formidable. Et si vous étiez une émission de télévision? Une émission de télévision, les lives de Mediapart. C'est la meilleure. Un journal? Mediapart. Journal papier, pardon. Mais Mediapart fait du papier avec ses livres, vous pouvez faire des PDF de ses éditions, vous pouvez imprimer chaque édition de Mediapart. Une radio, et on répond pas à Mediapart, attention. Ben si, on fait de la web radio, zut, on fait de la web radio. On fait des trucs avec des amis de France Culture. On fait même pour les malvoyants, on fait un comédien enregistre des articles de Mediapart qu'on peut écouter comme ça en podcast. Du mojo? Comment? Vous faites du mojo? Non, pas encore. Est-ce que vous auriez un message pour les abonnés de Garçon Interview? Je ne sais pas, c'est quoi Garçon Interview? C'est ma chaîne YouTube. En fait. Ah, ça s'appelle Garçon Interview? Oui. Bah, c'est très bien, si rien n'est coupé au montage, c'est encore mieux. Merci à tous d'avoir regardé ce 17e numéro de Garçon Interview, ce numéro anniversaire donc. Je voulais tous vous remercier, vous êtes quasiment 70 à me suivre actuellement sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager si vous voulez cette vidéo et à pourquoi pas la liker, la partager, dire à tous vos amis d'aller vous abonner à Garçon Interview. Et pour conclure, comme d'habitude, comme dit PPD, à ciao, bonsoir.